Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Et pour cette libre information, nous sommes avec Liselotte Dutreuil, journaliste à Ligne droite. Oui, alors certes, un sondage n'est qu'un sondage et à 4 ans de l'élection présidentielle, tout peut encore changer. Il n'empêche, le dernier sondage réalisé par l'IFOP pour le Figaro plante le décor en consacrant l'envolée de Marine Le Pen. Pour la première fois, la candidate du Rassemblement national franchit la barre des 30% des intentions de vote et de la sorte, elle creuse l'écart avec l'ensemble de ses concurrents. Dans le camp macroniste, seul Édouard Philippe parvient à limiter les dégâts en obtenant 25% des intentions de vote. Tous les autres candidats potentiels, Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, Gabriel Attal, sont loin derrière. Plus loin encore, les Républicains ne parviendraient pas à faire beaucoup mieux que le score cataclysmique de Valérie Pécresse. Laurent Wauquiez n'est ainsi crédité que de 6% dans le meilleur des cas. Et puis enfin, ultime grand enseignement de ce sondage, Jean-Luc Mélenchon et l'ensemble de la gauche enregistrent un très fort recul. Le chef de la France insoumise est crédité de 15%, soit une chute de 7 points par rapport à la dernière présidentielle. Et les autres formations de gauche sont également en mauvaise posture. Pour le Parti socialiste, Olivier Faure n'obtiendrait que 4 à 6% des voix. Les écologistes plafonnent à 2% de leur côté. Seul Fabien Roussel, qui s'est démarqué de la NUPES, reprend des couleurs avec 7,5% des intentions de vote. Pour décrypter ce sondage et en tirer des enseignements, le mettre en perspective, nous recevons ce matin l'historien et politologue Guillaume Bernard qui s'intéresse depuis longtemps à la mutation du paysage politique français puisqu'il avait publié en 2016 un ouvrage consacré à la droitisation de la société française, La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir, publié chez Desclés de Brouwer. Bonjour Guillaume Bernard. Bonjour. Alors pour commencer, quels enseignements tirez-vous de ce sondage ? Est-ce qu'il reflète simplement une évolution des rapports de force électoraux ou plutôt une évolution plus profonde de la société française ? Écoutez, j'aurais tendance à vous dire tout de même que, et vous l'avez rappelé, à 4 ans d'une présidentielle, il faut prendre ce sondage tout de même avec des pincettes. D'autant plus qu'il y a aussi ce qu'on appelle les marges d'erreur. Vous savez que quand on a un score aux alentours de 20, la marge erreur est d'environ 2%, aux alentours de 30, la marge est de 3%. Bon, donc il faut relativiser ces résultats. Cela dit, il est certain qu'on a un paysage politique qui semble tout de même se cristalliser. On a 3 blocs. Alors 3 blocs dont l'un progresse, c'est celui de la droite nationale, un qui stagne, c'est celui du macronisme, et c'est quand même très important de constater que a priori, il se maintiendrait avec le meilleur des candidats, certes pas avec Darmanin, etc., mais avec Édouard Philippe, le meilleur des candidats potentiels, ce bloc se maintient, ce qui n'était pas gagné, et puis un 3e bloc qui s'effrite et se divise, celui de la gauche. Bon, donc j'aurais envie de vous dire, c'est le statu quo, mais avec tout de même une évolution globale vers bien ce que j'ai proposé d'appeler le mouvement d'Extrogir, c'est-à-dire que c'est l'espace politique de la droite qui s'étend, qui se renforce, et en particulier évidemment avec la candidature de Marine Le Pen, qui jusqu'à présent n'avait jamais dépassé les 30%. Bon, là, il faut tout de même relativiser, c'est 31 ou 32 en fonction des sondages, donc c'est évidemment une progression. Ceci étant dit, on sait très bien que plus l'échéance électorale est lointaine, plus Marine Le Pen est donnée haut, et plus l'échéance se rapproche, et plus son score régulièrement s'effrite. Bon, est-ce que ça va être le cas pour 2027 ? Je ne suis pas devin, donc je ne peux pas évidemment le prévoir, mais enfin, il est certain que il y a là un signe que Marine Le Pen, malgré ses échecs répétés à la présidentielle, reste une candidate très sérieuse pour l'élection présidentielle. Et donc ce résultat qui est quand même assez impressionnant, il est plutôt dû, comme vous le disiez, à une modification profonde de la société, plus qu'à une stratégie de dédiabolisation qui aurait été mise en place du coup ces dernières années. Alors moi je le crois, je pense que c'est la rencontre de l'image du Rassemblement national, de son discours, de son programme et de la réalité vécue par les Français qui explique cette progression dans les urnes.
et dans les sondages. Mais ce qui compte surtout, évidemment, c'est dans les urnes. C'est le fait que c'est à la fois le mode de vie, donc la question de l'immigration, la question de la sécurité et la question du niveau de vie, donc l'inflation, la pression fiscale qui explique les résultats du Rassemblement national. On sait que pour la prochaine élection, c'est-à-dire les européennes en 2024, Jordan Bardella est donné à 28% d'intention de vote, donc c'est assez proche de ce que Marine Le Pen serait susceptible d'obtenir à une présidentielle. Donc incontestablement, aujourd'hui, le Rassemblement national est théoriquement la première force politique du pays. D'ailleurs, à ce propos, donc, selon Frédéric Dabi de l'IFOP, ce score élevé de Marine Le Pen prouverait que le RN devient un parti attrape-tout, comme à l'instar des partis de gouvernement. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Oui, c'est-à-dire que le Front National, quand il a émergé, était une organisation quasiment monothématique. Et on le comprend, quand un nouveau parti politique veut chercher à s'imposer sur le devant de la scène, eh bien, il faut qu'il marque sa spécificité avec un sujet sur lequel il a une véritable légitimité et un discours divergent des autres. Et puis, au fur et à mesure, pour pouvoir progresser, pour pouvoir avoir plus d'électeurs, il faut essayer évidemment de capter différents types d'électorats, aussi bien du point de vue sociologique que du point de vue géographique. Et pour devenir une force de gouvernement, eh bien incontestablement, un parti politique a besoin de ne pas être donc monothématique, de ne pas être monoclassiste, mais véritablement d'avoir des électeurs dans toutes les catégories socio-professionnelles. C'est le cas pour le Rassemblement national, encore que, effectivement, son électorat est essentiellement populaire, tandis que, on le voit bien dans le même sondage, l'électorat potentiel d'Édouard Philippe est, lui, plutôt sur les catégories sociales supérieures. Donc là, il y a une fracture sociologique importante qui corrobore d'une certaine manière en partie les thèses de Jérôme Sainte-Marie sur le fait qu'il y aurait un bloc populaire qui serait en constitution, qui n'aurait pas entièrement pris conscience de lui, mais qui serait en train de se constituer face à un bloc élitaire, eh bien, qui serait constitué de ceux qui profitent de la mondialisation. Là, il y a effectivement un enjeu important parce que, mine de rien, ça n'est pas forcément totalement satisfaisant tout de même pour l'avenir du pays, parce que ça signifie que les mesures potentiellement prises par tel ou tel au gouvernement, eh bien, pourraient être prises comme étant des attaques contre une autre partie du pays, ou du moins contre des mesures qui ne seraient pas acceptables par tous. Donc une fracture. Ça ne veut pas dire une guerre civile, mais enfin, ça veut dire en tout cas une possibilité, je dirais, d'incompréhension réciproque de la part de différentes parties de la population. Donc du coup, quelle devrait être sa stratégie pour remporter ce second tour ? Parce que du coup, c'est quand même à ce moment-là, généralement, que l'échec retentit. À qui devrait-elle s'adresser pour dépasser cette fameuse barre des 50%? Bon, moi, vous savez, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, donc c'est toujours délicat, je dirais, de donner des conseils. Simplement, il faut quand même bien se rendre compte que l'élection d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022 ont surtout été des élections par défaut. C'est-à-dire que, et je vais en venir à Marine Le Pen, ne vous inquiétez pas, mais ça signifie que c'est plus Marine Le Pen qui a perdu en 2017 et 2022 que Emmanuel Macron qui a véritablement gagné. Bon, on a, avec le macronisme, institutionnalisé la cohabitation, ce qui conduit, d'une certaine manière, et si le bloc macroniste se maintient, ce qui est quand même, à mon avis, l'élément essentiel des différents sondages qui ont été faits récemment. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser qu'avec le départ d'Emmanuel Macron, le LR ou le Parti socialiste pourraient renaître de leurs cendres. A priori, ça n'est pas le cas. Bon, donc on a institutionnalisé la cohabitation et ça conduit à quoi ? Bien, ça conduit à ce que l'alternative puisse être uniquement faite par les extrêmes. Extrême, ça ne veut pas dire forcément extrémisme, mais ça veut dire les bords extrêmes du spectre politique. À l'évidence,
Jean-Luc Mélenchon a pris une stratégie communautariste qui ne paye pas, sinon dans les urnes, du moins dans les sondages. Marine Le Pen, elle, peut apparaître effectivement comme étant celle qui va rassembler, qui va réconcilier les Français entre eux. Et dans ces conditions-là, je pense qu'elle a besoin de ne pas trop cliver. Pour autant, ne pas trop cliver, ça ne veut pas dire se désintéresser des enjeux doctrinaux, ne pas chercher à avoir une position qui soit pragmatiquement et programmatiquement cohérente. Donc, il faut essayer de tenir entre, je dirais, d'un côté, le fait de ne pas cliver et de l'autre côté, le fait d'avoir tout de même un discours qui soit politiquement et doctrinalement cohérent. C'est toute la difficulté de la manœuvre. Je vous rappelle quand même que quelqu'un comme François Mitterrand avait pu gagner l'élection présidentielle en 1981 malgré des prises de position très fermes sur certains points, par exemple l'abolition de la peine de mort, alors qu'une majorité des Français était, et je pense même reste favorable à cette peine de mort. Je pense que Marine Le Pen peut parfaitement gagner une élection présidentielle en tenant des positions courageuses sur un certain nombre de sujets. Elle risque de perdre moins par le fait que des gens refuseraient de voter pour elle par opposition que par déception pour des raisons, je dirais, de cohérence doctrinale. En particulier, ne pas faire le plein des voix de ceux qui peuvent constituer des réserves, c'est-à-dire l'électorat LR 5-6%, l'électorat zémouriste 6-7%, et puis effectivement chercher à capter ce qu'on appelle l'électorat flottant, qui pour le coup, est un électorat qui est attaché essentiellement au fait d'avoir une vision d'avenir et qui est essentiellement attaché à l'idée de ce que il y a une politique crédible qui est susceptible d'être menée. Vous pensez donc que Marine Le Pen pourrait être cette figure qui parvient enfin à l'union des droites, condition du coup selon laquelle nous pourrions passer le second tour? Alors moi, j'ai toujours considéré qu'il y avait une incompatibilité doctrinale entre les différentes familles politiques qui sont classées à droite. En revanche, il me semble qu'il y a la possibilité de réunir dans une même organisation, ou du moins dans une même mouvance, des personnes qui ont été jusqu'à présent divisées du point de vue partisan, mais qui en fait convergent sur leur position. C'est ce que j'appelle l'unité de la droite. Et cette unité de la droite, elle peut ensuite, par capillarité, devenir majoritaire, étant donné que, la pression idéologique, le développement de l'espace politique se fait par la droite du spectre politique et non plus par la gauche, comme c'était le cas jusque dans les années 90. Donc, il me semble moins que c'est l'union des droites que l'unité de la droite qui est la condition nécessaire dans un premier temps pour, arriver en tête au premier tour, avoir suffisamment, je dirais, d'écart avec le suivant pour avoir un avantage politique qui permet ensuite de capter l'électorat flottant et de gagner la présidentielle. Ce qui est tout de même intéressant, c'est que pour l'instant, il y a plusieurs candidats du macronisme qui sont testés. Pour l'instant, il n'y a que Marine Le Pen qui est testée pour le Rassemblement national, mais on verra après les européennes si Jordan Bardella réussit un très bon score lors de ces élections de 2024. Est-ce que les sondages ne devraient pas, les instituts de sondage ne devraient pas s'intéresser à la potentialité d'une pluralité de candidatures pour le Rassemblement national et voir s'il n'y a pas certains qui peuvent réussir encore plus cette coagulation d'électorat que ne le fait pour l'instant Marine Le Pen. Guillaume Bernard, il nous reste 1 minute pour conclure. Une question très simple. Est-ce que donc vous croyez à la prochaine élection de Marine Le Pen ? C'est pas une question de croyance, c'est une question de potentialité. Je pense que oui, effectivement, Marine Le Pen est en capacité, ou du moins le candidat du Rassemblement national est en capacité d'emporter la prochaine présidentielle. Tout le risque pour ce candidat, c'est est-ce que ça ne sera une élection par adhésion ou par défaut ?
Et deuxièmement, ensuite, est-ce que ce candidat aura la possibilité, une fois élu à l'Élysée, d'obtenir une véritable majorité parlementaire et pas simplement une majorité, relative. Merci beaucoup Guillaume Bernard. Je rappelle, vous êtes historien du droit, politologue, maître de conférences. Vous avez écrit « La guerre à droite aura bien lieu », édité chez Desclés de Brouwer. Merci à vous. Merci à vous Liselotte Dutreuil.